Eh bien bonjour, donc cette fois nous allons toujours dans le cadre du protocole IP voir la notion de masquage. Donc, quelques prérequis pour bien comprendre et bien assimiler ce cours. Pour ça, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance sur le fonctionnement de la couche 2 OSI, notamment le protocole Ethernet, l'adressage IP au niveau des adresses est de l'entête, essentiellement. Voilà. Alors, au sommaire donc de ce cours, tout d'abord le masquage, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut le définir? C'est une notion effectivement très importante au niveau du protocole IP. Ensuite, nous verrons la notion de sous-réseau, qui découle donc de la notion de masquage, puis nous terminerons par les sous-protocoles ICMP, ARP, et enfin le proxy ARP. Alors, le masquage tout d'abord. Donc, un des gros intérêts de l'adressage linéaire au niveau des adresses IP, c'est de faciliter la séparation du traitement entre la partie réseau et la partie machine. Si on voit un petit peu comment fonctionnent les routeurs, le rôle principal d'un routeur, c'est de trouver une route pour un paquet qui arrive. Il doit cheminer vers une destination. Et pour ça, il se base uniquement sur la partie réseau des adresses IP. Donc, c'est important de sélectionner cette fameuse partie réseau pour ne pas s'occuper de la partie machine. On dit encore que l'idée de base consiste à occulter la partie machine. Alors, pour occulter la partie machine, on sait donc que les adresses IP sont des valeurs binaires, et ces valeurs binaires, eh bien, il est très facile de masquer en utilisant les propriétés du est logique. Alors, je rappelle les deux propriétés du est logique. Si un bit est à 1 et qu'un autre est dans un état quelconque, appelons-le x, je dirais que 1 et x me donne x, c'est-à-dire 1 et x recopie x. De la même manière, si je fais 0 et x étant un état quelconque, 0 ou 1, eh bien, j'aurai 0 au retour. Donc, c'est ça l'idée de base du masque, c'est de faire un est logique entre une adresse IP et un masque. Naturellement, pour ça, on ne s'occupe que des valeurs binaires. Alors, grâce à l'adressage linéaire, la partie poids fort, c'est-à-dire la partie réseau, est toujours située à gauche de l'adresse IP. Donc, on va masquer en binaire la partie droite. Donc, pour ça, on commence par définir un masque binaire dans lequel la partie de gauche, tous ces bits seront mis à 1. La partie de gauche, la partie droite, pardon, qui doit être occultée, est mise à 0. Donc, un masque contient une suite de 1 sur la gauche, suivie d'une séquence de 0 sur la droite. Alors, il y a une chose qui est importante à noter, c'est que quand je dis une suite de 1, c'est qu'il n'y a que des 1 qui se suivent. Je ne vais pas trouver à un moment donné un 0 perdu au milieu des 1. L'adressage linéaire interdit ce genre de possibilité. Donc, on n'a forcément que des 1 sur la droite et ensuite une séquence de 0 des 1 sur la gauche, pardon, et une séquence de 0 sur la droite. Donc l'idée, c'est bien sûr d'appliquer un est logique entre ce fameux masque et l'adresse IP. Donc un exemple pour bien voir, vous avez une partie gauche qui est à 1, donc il y a une partie droite qui est à 0 dans le masque, et ça correspond à une frontière entre partie réseau à gauche et partie machine à droite. On voit bien la frontière, elle est dessinée par le profil du masque. Donc vous voyez que vous avez un profil qui est à 1, et puis à un moment donné, il va passer à 0. Et la transition entre 1 et 0, ici, marque la frontière entre partie réseau et partie machine. Prenons un exemple, prenons un masque ici avec 3 octets dont les valeurs binaires sont des 1. Donc ici, je vais avoir 3 fois 255. Je prends une adresse IP, mettons 134.25.48.79. J'applique le masque qui contient des 1 sur les 24 bits de gauche, c'est-à-dire les 3 octets. Donc ces 3 octets vont être préservés. Lorsque j'applique le masque, vous voyez que c'est comme si on faisait descendre le masque sur l'adresse ici 134.25.48.79. Et vous voyez que quand je fais descendre le masque et qu'il est complètement descendu, la partie machine, c'est-à-dire 79, n'est plus visible. Je ne vois plus que la partie réseau, à savoir 134
25 48. Voilà, donc c'est ça le principe de fonctionnement du masque. Alors, en définition, ça nous donne la chose suivante. Un masque de sous-réseau est représenté par, en IPv4 bien sûr, 4 octets en notation décimale pointée. Chacun des bits des parties réseau et sous-réseau, s'il y en a une, seront mis à 1 et chaque bit de la partie machine est mis à 0. Voilà. C'est ça un masque, tout simplement. Alors maintenant, on va donner quelques exemples. Vous avez par exemple ici 255, 255, 224, un exemple de masque. Donc vous voyez que pour les 3 premiers octets, 255, ça correspond à 8 bits à 1. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Par contre, pour le dernier, 224, vous voyez que ça correspond aux 3 bits poids fort qui se trouvent à 1. Donc tous les bits qui seront en regard de ces bits à 1 pour des machines d'un réseau quelconque, d'accord, seront préservés et seront constants dans tout le réseau. C'est-à-dire à chaque fois que j'applique ça à une adresse IP, je trouve la même chose, forcément. Ça veut dire que toutes ces machines sont dans le même réseau. On ne s'occupe plus de la partie machine ici. Alors, si maintenant je m'intéresse à un octet, pour un octet, les seules valeurs possibles du masque, comme vous le voyez là-dessus, sont celles qui me font rentrer des 1 par la gauche de manière linéaire. Vous voyez, je peux faire rentrer 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, etc. Donc ça me donne toutes les valeurs successives du masque. Et ces valeurs en décimale nous donnent 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 et 255. Il n'y a pas d'autre valeur possible pour un masque sur un octet. Si on me sort une valeur de 212, ce n'est pas une valeur de masque. Okay, voilà les seules valeurs possibles pour le masque. Alors, toujours dans le masquage, donc l'opération qui va être faite, c'est de prendre une adresse IP, de lui appliquer le masque, on fait le et entre l'adresse IP et le masque, et le résultat, c'est l'adresse du réseau ou du sous-réseau dans lequel on se trouve. Ça, c'est important et ça, c'est à la base du routage IP. Okay, donc, on se rappelle bien que s'il n'y a pas de partie réseau, à ce moment-là, seuls les bits de la partie réseau sont mis à 1. C'est ce qu'on appelle le default subnet mask. Alors, au niveau de l'adressage IP, si je donne simplement une adresse IP comme ça n'a aucun intérêt. Une adresse IP n'a une signification que si j'indique dans quel réseau elle est plongée, elle se trouve. Donc, comment spécifier maintenant une information qui concerne le réseau dans lequel on se trouve? Eh bien, la manière la plus simple, c'est de donner, avec l'adresse réseau, le masque de réseau ou de sous-réseau. Et de cette manière, on saura quels sont les bits qui appartiennent à la partie réseau et quels sont ceux qui appartiennent à la partie machine, c'est-à-dire que je peux modifier dans ce réseau. Tous les bits de la partie réseau sont identiques pour toutes les machines de ce réseau, alors que ceux de la partie machine peuvent varier, bien sûr. Ça, c'est important à voir. Alors, au niveau du masque, on va voir qu'en fait, il y a deux approches. Il y a tout d'abord l'approche directe, dans laquelle on va spécifier directement un masque, on donne la valeur du masque, et puis ensuite, on va voir qu'il y a une méthode dite indirecte, dans laquelle on ne donne pas le masque, mais on me donne un moyen de l'obtenir. C'est ce qu'on appelle la spécification indirecte. Alors, commençons par la spécification directe. La première et la plus simple, c'est l'adressage en classe. Rappelons-nous qu'on avait 3 classes de base, A, B ou C. Dans ce cas-là, il suffit de donner l'adresse IP et la valeur des octets de gauche me permettront de retrouver la valeur du masque, appelé masque par défaut. Par exemple, si je donne 138, 27, 4, 12, eh bien ça, on sait que vu qu'on a 138 pour le premier octet, on se trouve donc entre 127, 255, 255, qui est la valeur la plus haute de la classe A, et 192 points, etc., qui est la valeur de la classe B la plus haute. Donc entre ces deux valeurs, vous avez 138. Donc 138 vous dit, je suis en classe B. Donc si je suis en classe B, je sais que les deux premiers octets constituent la partie réseau, donc je dois avoir 255 pour les deux premiers octets, et puis 0
pour les autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le masque par défaut, default mask. Or, naturellement, ce type de spécification est maintenant obsolète. Alors, on passe à l'adressage CIDR, déjà un peu plus moderne. Donc, dans l'adressage CIDR, je donne simplement une spécification par un nombre n. Donc, j'écris l'adresse /n. N, c'est tout simplement le nombre de bits de la partie réseau, c'est-à-dire de la partie de gauche qui constitue l'adresse réseau. Naturellement, comme il y a 32 bits en IPv4, il me reste 32 moins n bits pour la partie machine. Par exemple, si je donne 192.142.2.22/28, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que l'adresse réseau, c'est 192.142.2.16. Pour ça, il suffit d'appliquer le masque /28 avec les 255 pour les 3 premiers octets qui sont donc recopiés, et puis j'applique le masque restant des 28, donc 28 ici, il me reste 4 bits pour le dernier octet, donc ces 4 bits appliqués à 22 me donnent 16, tout simplement. Alors, maintenant, passons aux stratégies indirectes. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on me donne par exemple l'adresse IP dans une première stratégie et un intervalle d'adresse. On me dit voilà, j'ai une adresse IP et elle doit se trouver dans l'intervalle adresse minimum, adresse maximum. Alors l'intervalle d'adresse va me permettre de déterminer facilement les bits qui appartiennent à la partie réseau. On va voir comment. Pour ça, on se rappelle tout d'abord que l'adressage est linéaire. Donc si j'ai une adresse minimum, je fais croître en rajoutant des bits à cette adresse, j'augmente linéairement cette adresse jusqu'à obtenir une adresse maximum. Donc, deuxième point, tous les bits de gauche appartiennent à la partie réseau. Ceux-là doivent être identiques pour toutes les machines du réseau. Ça veut dire que entre adresse basse et adresse haute, je dois identifier quelle est la partie commune, c'est-à-dire l'intersection de ces deux adresses, intersection au niveau logique binaire. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit de balayer les motifs binaires des deux adresses, donc celle de début et celle de fin, en partant de la gauche, c'est ce qu'on a dit, puisque on part de la partie réseau, et dès que les bits ne sont plus identiques, ça veut dire qu'on a atteint la fin de la partie réseau. Petite remarque, si les octets de gauche sont identiques, ce n'est pas la peine de les exprimer en binaire, ça va permettre d'accélérer le traitement, car leurs bits sont forcément identiques. C'est ce qu'on va voir sur un exemple. Alors, prenons l'exemple suivant. On vous donne l'adresse IP 132.56.21.12 avec un intervalle d'adresse qui va de 132.56.16.1 jusqu'à 132.56.23.254. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on regarde la partie gauche. On se dit, tiens, 132, ici, cet octet est identique entre adresse basse et adresse haute. Donc, tous les bits de ces octets appartiennent à la partie réseau. Pareil pour 56, deuxième octet c'est le même, donc tous les bits du deuxième octet sont dans la partie réseau. Donc ces deux octets, je ne les touche pas et je les laisse tels que. Et en fait, je constate qu'au troisième octet, pour la première adresse, l'adresse basse, j'ai 16, pour l'adresse haute, j'ai 23. Ah, donc là c'est différent, donc tout va se passer au niveau de cet octet. Donc si tout se passe au niveau de cet octet, il faut l'exprimer en notation binaire. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Voilà l'adresse basse, 132.56.16.1. Le troisième octet 16 est représenté en binaire, ici. Puis j'ai représenté aussi le dernier, mais ça, ce n'est pas nécessaire. Et enfin, l'adresse haute que je porte en bas. Le troisième octet qui correspond à 23, le voici. 0001, 0 est ensuite suivi de 31. Puis le 254. Bon, là, peu d'intérêt, on ne s'occupe pas du dernier octet. Tout se passe à gauche. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pars de la gauche et je me propage vers la droite, et tant que les bits sont identiques, j'avance. Donc vous voyez qu'ici, pour les octets, comme ce sont les mêmes octets, tous leurs bits sont identiques, donc aucun problème. J'arrive ici, donc 0 et 0, pareil. 0, 0, 0, 0, 1 et 1, c'est pareil. 0, 0, même bit. 0 et 1, ah, là, j'ai une différence. Donc, le premier bit qui est différent, c'est celui-ci. Ça veut dire que la frontière est à gauche. Pourquoi? Parce que la frontière
doit encapsuler tous les bits qui sont identiques. Ici, ils ne sont plus identiques, donc c'est fini. Ça veut dire qu'on a passé la frontière. Donc voilà où se trouve la frontière. Et connaissant la frontière, je connais le nombre de bits de la partie réseau. Et le problème, il est résolu. Donc c'est ce qu'on vous résume ici. Les bits de la partie réseau sont ceux qui sont à gauche de la ligne en pointillé rouge. Donc vous avez 2 octets plus 5 bits. 2 octets, ça fait donc 16 plus 5, 21. Donc le masque, c'est /21. Ça peut s'écrire en notation pointée 255, 255, 248, 0. Donc, on peut en déduire l'adresse du réseau maintenant. Il suffit d'appliquer le masque avec un et logique à l'une des adresses. En général, on prend la plus faible parce que c'est la plus simple à calculer. Donc, on prend les bits réseau qui seront tous nuls donc pour la partie machine et ça nous donnera 132, 56, 16.0. Voilà l'adresse du réseau. Je vais remarquer qu'une adresse réseau est toujours paire. Alors, deuxième stratégie pour la spécification indirecte du masque, on spécifie maintenant une adresse IP et cette fois l'adresse du réseau ou du sous-réseau auquel appartient cette adresse. Donc là, il va suffire de comparer les bits identiques, c'est toujours la même méthode, simplement au lieu d'avoir 2 adresses, je n'en aurai plus qu'une. Je comparerai les bits identiques en partant de la droite. Exemple, si j'ai l'adresse IP 198.53.24.120 avec une adresse de sous-réseau égale à 198.53.24.64. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit l'adresse IP en haut. On voit que les 2 premiers octets, non, même les 3 premiers octets, pardon, sont identiques, donc aucune difficulté, je les recopie pour l'adresse du réseau et l'adresse machine. Puis ensuite, j'écris en binaire le dernier octet. Donc 120, c'est ça, en binaire, il suffit de le calculer avec la machine ou votre, peu importe, n'importe quel système, où vous le savez, ou vous le calculez à la main, peu importe. Donc ici, on écrit 64, ça c'est très simple, 64 c'est le deuxième bit pas fort qui est à 1. Voilà ce que ça nous donne. Et je recommence la même méthode que dans le cas précédent, c'est-à-dire je me propage depuis la gauche et tant que les bits sont identiques, j'avance. Donc pour les 3 octets, j'ai les mêmes octets, donc tous leurs bits sont identiques. Puis j'arrive ici, 0 et 0, 1 et 1, les bits sont à nouveau identiques, puis 1 et 0. Ça y est, c'est terminé. Donc là, j'ai passé la frontière, donc la ligne rouge est ici, et donc je peux avoir immédiatement le nombre de bits de la partie réseau. J'ai donc ici 3 octets, 3 fois 8, 24 bits, plus 2 bits, total 26. Donc le masque, il s'écrit /26, ou encore en notation décimale pointée, 255, 255, 255, 192. Et vous constatez que 192 est bien une des valeurs autorisées pour le masque, sur 8 bits. Voilà, alors à titre d'exercice, à la suite de ça, on peut vous donner le problème inverse, c'est-à-dire déterminer une plage d'adresse connaissant l'identificateur de sous-réseau, donc ici 147 25 64 0, donc ça c'est l'adresse d'un sous-réseau, et du masque de sous-réseau, 255, 255, 252, 0. Et on vous demande de déterminer les adresses d'hôtes valides. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien tout simplement, à l'aide de ces 2 valeurs, j'identifie le motif réseau, donc les bits de la partie réseau, et ensuite il suffira de faire varier les bits de la partie machine. Donc tous ces bits, je prendrai l'adresse la plus basse qui sera de 1, tous les bits à 0 sauf le dernier qui est à 1, et puis pour l'adresse haute, tous les bits de la partie machine à 1, sauf le dernier qui est à 0. Pourquoi? Eh bien toujours pour exclure 2 valeurs particulières qui sont tout à 0, ce qui correspond à l'adresse du réseau, et tout à 1, ce qui correspondrait ici à 255, à l'adresse de diffusion sur ce réseau. Okay, donc ces deux valeurs, comme on va le voir plus loin, sont à exclure. Et justement, nous allons passer maintenant à la notion de sous-réseau, subnet en anglais. Alors ça date de 1984. Un troisième niveau de hiérarchie a été mis en place, ce qu'on appelle subnet ou sous-réseau. Donc l'intérêt, c'était de permettre aux administrateurs de gérer plus finement de grands réseaux. Et ça, c'est décrit en détail dans le Request for Comment 950
pour un petit peu plus de précision, en anglais bien sûr. Donc, l'idée ici, alors on va me dire, oui, mais à l'époque, c'était sur la notion de classe, effectivement, ça a été défini sur la notion de classe, mais on va voir que c'est beaucoup plus important, parce qu'en fait, la méthodologie, eh bien, elle se reporte sur l'adressage IPv6, c'est-à-dire qu'on retrouve le même principe. Donc, si on comprend le principe, ben, on comprendra plus facilement ce qui se passe dans IPv6. Alors, le subnet, pour ça, il utilise les bits poids forts de la partie machine, cette fois, pour désigner un second niveau, un sous-réseau. Et le nombre de bits que je veux employer est laissé naturellement à l'initiative de l'administrateur du réseau. Alors, ça devrait pouvoir être un petit peu plus clair sur ce type de réseau. Supposons que vous soyez une société. Donc, si vous êtes une société, on va vous donner une adresse réseau fixe pour votre société. Donc ça, c'est la partie réseau et ça, on ne peut pas y toucher. En dehors de cette partie réseau, bah, tout le reste, c'est ce qu'on appelle la partie machine, sur laquelle on peut faire ce qu'on veut. On peut allouer ça à des machines. Alors en général, au niveau d'une société, bah, on ne va pas allouer ça directement à des machines. On se dit, tiens, il y a plusieurs services dans la société, donc l'idéal pour mieux gérer les choses, ce serait de structurer la société en sous-réseaux. Et bien pour ça, je vais utiliser une partie des bits de la partie machine, la partie poids fort bien sûr, puisque adressage linéaire oblige. Je préserve donc une partie des bits de la partie machine pour confectionner des sous-réseaux subnet. Et puis le reste, bah, ce sera les machines dans chacun des sous-réseaux. Voilà, l'idée, elle est là. Donc, le nombre de bits qui va composer ce champ va déterminer le nombre de sous-réseaux que je pourrais utiliser, bien sûr. Alors pour ça, bah, vous avez deux formules. Ah, alors pourquoi deux? Eh bien tout simplement parce que les contraintes qui agissent sur les machines et les contraintes qui agissent sur les sous-réseaux ne sont pas les mêmes. Lorsque je veux définir un nombre de sous-réseaux, il n'y a pas de contrainte. Donc je définis un certain nombre de bits. Donc ici, l'idée, c'est la suivante. Je veux K sous-réseau. Donc si je veux K sous-réseau, eh bien en fait, je pourrais le déterminer par un nombre de bits qui sera tel que la puissance de 2 liée à ce nombre de bits sera supérieure ou égale à K. Par exemple, si je veux 5 sous-réseaux, je prends la puissance de 2 supérieure à 5, c'est-à-dire 8, ce qui va me donner 2 puissance 3. Donc il me faudra 3 bits pour définir 5 sous-réseaux. Ça, c'est assez simple. Alors on constate qu'il y a une petite différence avec l'allocation d'adresse machine. Pour l'allocation d'adresse de sous-réseau, c'est ça. Pour l'allocation d'adresse machine, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit précédemment, dans les adresses machines, il y en a deux qu'il faut exclure. La première, c'est l'adresse où toute la partie réseau des machines est à zéro, parce que ça correspond à l'adresse d'un réseau ou d'un sous-réseau, et la valeur dans laquelle tous les bits de la partie machine sont à 1. Ça correspond à l'adresse de diffusion sur ce sous-réseau. Donc ces deux adresses doivent être exclues. C'est pour ça que vous retrouvez ici un 2. Donc la différence avec l'autre, c'est que cette fois, on a K plus 2, hein, et on va prendre la puissance de B, la puissance pardon, de 2 supérieure ou égale à K plus 2. Donc si je veux K host, eh bien, il me faudra une puissance de 2 supérieure à K plus 2. Donc ici, ça nous donne le B immédiatement. Alors pour le nombre de sous-réseaux, donc comme on l'a dit, toutes les configurations sont possibles. Hein. Pour le nombre de machines, toutes les configurations sont possibles, sauf tout à 0 et tout à 1, hein, ce qui correspond respectivement à l'adresse réseau et l'adresse de diffusion sur ce sous-réseau. Exemple, si on veut 5 sous-réseaux, eh bien on doit prendre la puissance de 2 immédiatement supérieure à 5, c'est-à-dire 8. Hein, il n'y a pas de puissance de 2 en dessous. 4, c'est trop petit, donc il faut prendre 8. Donc 8, c'est 2 puissance 3, donc il me faudra 3 bits pour définir la partie sous-réseau. Si on a par exemple l'adresse 192.168.192, eh bien les 3 bits poids fort seront réservés à la partie sous-réseau. C'est justement ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. Donc une société reçoit l'adresse IP 192.168.192.0/24, donc les 3
octets ici sont réservés à l'adresse réseau, et voilà, je peux agir que sur les 8 bits qui restent. Alors, l'administrateur doit prévoir K égale 6 sous-réseaux pour les différents services de la société. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, je vais d'abord déterminer le nombre de bits qu'il me faut pour pouvoir spécifier ces 6 sous-réseaux. Donc, si j'applique la formule précédente, ça me donne 2 puissance b supérieur ou égal à k, c'est-à-dire supérieur ou égal à 6. Donc, la puissance de 2 qui est supérieure ou égale à 6, ce sera 8. Donc, j'ai 8 supérieur ou égal à 6, et 8, c'est 2 puissance 3. Donc, il me faudra 3 bits. Donc, il faudra prélever 3 bits sur le champ machine. Donc, je rappelle que je n'ai que 8 bits pour adresser des machines. Donc, si j'en prélève 3, les 3 bits poids fort, bien sûr, il va me rester 5 bits pour la partie machine. Donc, ces 5 bits vont me permettre d'avoir un certain nombre de machines. Donc, le nombre de machines que je peux avoir sur chacun de ces sous-réseaux, c'est 2 puissance 5, moins 2, car n'oubliez pas qu'il faut toujours enlever l'adresse tout à 0 pour la partie machine, tout à 1 pour la partie machine, qui correspondent à des adresses réservées. Donc voilà, donc j'aurai finalement 2 puissance 5 moins 2, c'est-à-dire 30 adresses sur chacun de ces sous-réseaux. Les valeurs du champ sous-réseau, elles, vont varier de 0,030 donc à 1,0,1, puisque je veux 6 sous-réseaux. Donc vous voyez qu'il y a 2 sous-réseaux qui ne seront pas utilisés et qui pourront servir à des applications ultérieures. Donc, dans chaque sous-réseau, c'est-à-dire pour chaque adresse sur 3 bits, je pourrais adresser 30 machines, sans S. Donc le nombre total de machines pour la société sera 6 sous-réseaux de 30 machines chacun, donc 6 fois 3, 18, ça fait 180 machines. Donc je vois que finalement, dans cette société, je peux disposer de 180 adresses IP pour toutes mes machines. Donc s'il en faut plus, eh ben, on suffira de rajouter un sous-réseau, bien sûr. Donc la répartition des adresses pour la société constitue ce qu'on appelle un plan d'adressage. Donc dans l'exemple donné, regardons à quoi correspond le plan d'adressage, le voilà. Donc j'ai mis dans la colonne de gauche le numéro du sous-réseau, donc ici je l'ai mis en valeur binaire, puis en valeur décimale ici, donc 0, sous-réseau 0, sous-réseau 1, sous-réseau 2, sous-réseau 3, sous-réseau 4, sous-réseau 5, donc il y en a 6. Donc le numéro du réseau, c'est-à-dire l'adresse réseau associée à ce sous-réseau, la voilà. Pour le premier, c'est 192, 168, 192, 0. Pour le deuxième, vous voyez que j'ai un 1 ici, je mets tous les bits de la partie machine à 0 derrière, et ça va me donner 32. Donc l'adresse du sous-réseau, c'est 192, 168, 192, 32. Vous voyez bien que je ne peux pas allouer ça à une machine, hein, puisque c'est pris, ça correspond à l'adresse du réseau. Puis je fais pareil après pour l'autre, ça décale d'un bit, donc c'est 64 pour le dernier octet. Ici, j'ai 0,11, c'est-à-dire 96. Ici, j'ai 1,0, c'est-à-dire 128. Et là, 101, c'est 160. Voilà les adresses des différents réseaux. Et puis, j'ai mis également l'adresse de diffusion. Donc ici, pour ce réseau-là, les 3 bits poids forts sont à 0, les 5 bits poids faibles sont à 1. C'est ce qui correspond à l'adresse de diffusion. Donc 5 bits à 1, eh bien, vous ferez le calcul, ça me donne 31. Donc voilà l'adresse de diffusion pour le premier, 63 pour le deuxième, 95, etc. Donc ici, vous avez adresse réseau, adresse de diffusion. Et entre ces deux adresses, eh bien, il y aura toutes les adresses allouables. Donc la première adresse allouable, ça va être 192.168.192.1. J'ai mis que le dernier octet ici. Et enfin, la dernière adresse allouable, ce sera 192.168.192.30. Voilà le dernier octet. Parce que .31, on voit bien que c'est l'adresse de diffusion. Donc interdit. Voilà les deux adresses interdites. Et puis je fais pareil pour le deuxième réseau. Donc ici, je vais de 33 à 62 pour le dernier octet. Là, vous avez toutes les adresses réseau, toutes les adresses de diffusion et toutes les machines. Et vous voyez bien que de 1 à 30, pardon, il y a bien 30 machines. De 33 à 62, il y en a 30, etc. Donc j'ai bien mes 6 fois 30 machines. Voilà donc pour un plan d'adressage relativement simple. Bien, passons maintenant à la spécification de sous-réseau. Donc la stratégie ici, ça consiste à spécifier une adresse réseau et un nombre de sous-réseaux imposés dans ce réseau.
Et ça, hein, je le répète, c'est applicable en IPv6. On retrouvera cette méthodologie. Donc pour ça, comme on l'a vu, donc là on généralise, hein, il suffit de calculer le nombre B de bits nécessaires pour intégrer ces sous-réseaux et de le rajouter à gauche de la partie machine. Donc par exemple, si j'avais l'adresse réseau 148.25.00 et que je veuille 37 réseaux sous-réseaux possibles, eh bien je prendrais la puissance de 2 supérieure ou égale à 37, c'est-à-dire 64. Donc j'aurai besoin de 6 bits. 2 puissance 6 égale 64. Donc la partie machine recouvre les deux derniers octets, autrement dit 16 bits. On prélève donc les 6 bits de gauche sur ces 16 bits, donc il ne reste plus que 10, et on obtient 22 bits pour la partie réseau sous réseau. Donc le masque réseau global, c'est /22 ou encore 255.255.252.0. Et comme je l'avais dit, il reste 10 bits pour la partie machine, soit 2 puissance 10 moins 2, hein, ce qui nous donne 1022 adresses IP disponibles sur chacun des sous-réseaux. Voilà. Donc maintenant, nous passons aux sous-protocoles ICMP et ARP. Alors, ce sont des protocoles de service de la couche réseau. Ils sont décrits dans les Requests for Comment, le 792. Alors, commençons par le protocole ICMP. ICMP veut dire Internet Control Message Protocol, donc c'est un protocole de contrôle, autrement dit, un protocole de service qui n'exécute que des services pour la couche réseau. Ça veut dire qu'ici, on ne trouvera pas de données des couches supérieures, couche 4, couche 5, couche 6, ça ne nous intéresse pas. Les seules données qu'on trouvera dans le paquet IP, c'est des données pour IP lui-même, pour le fonctionnement d'IP. Donc, rôle essentiel, c'est de gérer les erreurs de transmission et aussi de propager des informations de routage. Donc, ces paquets sont encapsulés dans un paquet IP dans lequel le champ protocole est égal à 1. Pour ça, revoir l'entête IP, hein, puis vous avez le champ protocole qui est sur 8 bits et ce champ protocole ici vaut 1. Ça veut dire que c'est un paquet ICMP. Alors, la structure du paquet, vous avez à l'intérieur, donc dans les données IP, un en-tête de 32 bits découpé en 3 champs, type sur 8 bits, code sur 8 bits, checksum pour vérifier les erreurs sur 16 bits. Donc ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est les deux premiers champs, type et code, qui gèrent le fonctionnement du protocole ICMP. Alors à la suite de ça, vous avez des données qui sont la recopie de l'entête du paquet IPv4, plus les 8 premiers octets au minimum qui constituent les données du paquet IPv4 qui a posé problème, qui en général est responsable d'un message d'erreur. Alors le premier champ qui est appelé type, sur 8 bits, est donc associé à la raison de l'émission de ce paquet. Par exemple, si je fais ping d'une adresse IP, eh bien, je vais envoyer des paquets ICMP avec un champ type égal à 8. Le second champ, noté code, sur 8 bits aussi, décrit de manière plus fine les modalités d'émission du paquet ICMP, c'est-à-dire que ça va m'apporter des précisions par rapport à ce que m'indique le champ type. Exemple, si j'ai un paquet ICMP avec le champ type qui est égal à 3, ça veut dire que je n'ai pas réussi à envoyer le paquet à destination. On va dire, bon, c'est bien gentil, mais pourquoi? Eh bien, justement, c'est le champ code qui, par sa valeur de 1, signifie que c'était la machine de destination qui n'a pas répondu. Donc, en général, parce qu'elle est éteinte. Voilà, donc, vous voyez que ça permet d'obtenir plus de précision dans le diagnostic. Alors ici, j'ai donné quelques valeurs. Alors, il y en a d'autres, hein, bien sûr. J'ai donné valeurs de base. Donc, vous voyez que si j'envoie des pings, comme on l'a dit, demande d'écho, donc au début, le champ type, il vaut 8. Je vais recevoir un paquet CMP de retour, hein, réponse d'écho, qui vaudra 0. Je vois que si j'ai une destination inaccessible, c'est-à-dire un champ type égale 3, ben, différents cas de figure ont pu arriver. Soit c'était parce que le réseau était inaccessible, soit la station était inaccessible, soit le protocole n'était pas défini, c'est pas le même en réception, soit c'était le port qui était inaccessible, etc. Donc je peux avoir des détails assez fins sur ce qui s'est passé. Alors, un petit détail sur ces fameux paquets avec le champ type égale 11. Ces paquets signifient que la durée de vie a été achevée. Alors, la durée de vie a été achevée. En général, c'est durant la transmission, ici. Ça veut dire que si un routeur
reçoit un paquet avec le champ TTL, qui est donc un champ de l'entête IP, est égal à 0, il vous retourne un paquet ICMP dans lequel il vous donne ses coordonnées. Il dit, je suis le routeur machin, tel paquet est arrivé, il n'avait pas une valeur assez grande pour passer, pour traverser. Voilà. Et puis, vous voyez que de cette manière-là, on peut arriver à, en mettant des TTL de champs croissants, donc un TTL de 1, un TTL de 2, un TTL de 3, etc., à obtenir tous les routeurs que je vais traverser durant un ping. Donc ça, c'est intéressant et c'est là-dessus que se base un logiciel qu'on appelle Traceroute, TraceRT sous Windows, qui permet de tracer la route d'un paquet vers une destination. Donc on met des valeurs de TTL croissantes, chacun des paquets va mourir au réseau, au routeur suivant, et j'aurai l'information sur tous les routeurs que je traverse. Et de cette manière, je peux aussi savoir dans quel pays je me trouve. Voilà. Donc ça permet d'avoir des informations là-dessus. Alors parlons maintenant de la commande ping. Alors en fait, la commande ping, elle génère des paquets ICMP, on l'a vu. Alors cette commande ping, tout d'abord, il y a un argument que je dois absolument mettre, c'est la destination. C'est-à-dire je ne peux pas mettre ping tout seul, hein, sinon ça ne marchera pas. Il faut que je mette ping d'une adresse IP. Maintenant, je peux fournir des arguments. Donc vous voyez que vous avez des arguments, ils sont entre crochets, ça veut dire qu'ils sont optionnels. Alors je peux ici paramétrer le nombre de paquets. Si par défaut, sous Windows, on en envoie 4, si je veux en envoyer 20, ben, je vais mettre ping -n 20 et il va m'envoyer 20 paquets. Maintenant, je peux aussi modifier la taille, je peux mettre des paquets plus gros pour voir jusqu'où ça va tenir. Et puis, il y a un paramètre qui est très important, c'est le délai. Pourquoi? Parce que si je veux pinguer, par exemple, une station qui se trouve assez loin, en Australie ou je ne sais où, et puis qu'on me répond que j'ai pas pu l'atteindre, en fait, j'ai pas pu l'atteindre, non pas parce que la station n'existe pas, mais parce que peut-être le délai par défaut n'est pas suffisant. Donc j'ai un moyen, vous voyez, d'accroître le délai. Je mets ping -w, et puis au lieu de mettre par défaut, la valeur par défaut qui est de l'ordre de 100 millisecondes, je vais mettre 10 000 millisecondes, et puis à ce moment-là, je vais me permettre d'atteindre le paquet. Voilà. Alors, pour vérifier le bon fonctionnement de la pile TCP/IP, vous avez un certain nombre de tests qui sont fournis avec ping. Alors, ping 127.0.0.1, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si ça réussit, ça veut dire tout simplement que TCP/IP fonctionne sur ma machine. En général, tout le monde peut tester ça et ça marchera. Je ne vois pas trop pourquoi ça ne marcherait pas. Autrefois, c'était le cas puisque toutes les machines n'étaient pas en TCP/IP, mais maintenant, ce n'est plus le cas, donc il n'y a plus de problème. Le deuxième cas, lui, est plus intéressant. Je fais un ping de la machine IP sur laquelle je me trouve. Alors ça teste tout simplement la liaison entre couche 3 et couche 4. Bon, ça, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça teste également l'unicité de l'adresse. Donc ça, c'est une chose importante. Sur un réseau ou un sous-réseau donné, toutes les adresses IP doivent être différentes. Si elles ne sont pas différentes, eh bien ça va occasionner des problèmes, bien sûr, et des dysfonctionnements. Donc il faut s'assurer qu'elles sont différentes. Et ça, c'est un moyen de le faire. Alors, ensuite, je fais ping IP voisin, c'est-à-dire je vais pinguer une machine locale qui se trouve dans le voisinage. Donc ça va me permettre de tester le masque de sous-réseau. Par exemple, s'il y a des voisins que je connais de machines IP, je fais ping de leur machine IP, j'arrive pas à les joindre, ça veut dire que le masque de sous-réseau n'est pas bon. Donc il faut le modifier. Donc je dois voir tous les voisins de mon sous-réseau, et donc pour ça, le masque doit être correct. Ensuite, je fais ping d'une adresse IP distante. Quand je dis distante, ça veut dire au-delà d'un routeur. Donc ça va me permettre de tester le routeur. Si je n'ai pas d'adresse de routeur configurée, ça ne marchera pas. Hein. Si l'adresse du routeur est correcte, donc par exemple si je suis derrière une box, eh bien par défaut, on va vous mettre la box en tant que routeur. Et vous pourrez joindre pratiquement toutes les machines sur Internet. Donc ça, c'est le test du routeur. Et enfin, le dernier test, ping, cette fois je mets un nom de machine, par exemple www.google.fr. Donc ça va me permettre de tester le serveur DNS. Si vous avez une box, c'est la box qui joue le rôle de serveur DNS. Okay. Donc ça veut dire que je fais la résolution de nom. Cette fois. Voilà quelques exemples qui sont donnés ici, ping sur une machine qui existe.
hein, et puis donc je récupère sous Windows mes 4 paquets IP avec le temps, hein, vous voyez, les octets qui ont été envoyés, le temps, et le TTL qui était mis par défaut de 136. Donc avec ça, on est tranquille. Alors passons maintenant au protocole ARP. Alors dans le protocole ARP, en fait, on a vu que les stations IP permettent aux machines de dialoguer au niveau réseau. Le problème, c'est que vous avez aussi des adresses au niveau MAC. Et on peut se dire, bah, comment tout ça s'est relié? Eh bien, tout est là. Il faut en fait que les adresses physiques MAC soient reliées aux adresses logiques, c'est-à-dire aux adresses IP, pour que les stations puissent s'échanger des paquets IP. Et ça, c'est le protocole ARP, c'est-à-dire Address Resolution Protocol, décrit dans le RFC 826, qui va effectuer la résolution d'adresse sur un réseau local. Donc pour ça, il va dresser une table de correspondance entre adresse IP et adresse Internet. Autrement dit, on a des couples. Une colonne, c'est pour les adresses IP, une colonne, c'est pour les adresses Ethernet. Donc cette table de correspondance, elle a un nom, elle s'appelle le cache ARP. Alors voyons comment fonctionne ce protocole. Il fonctionne en 2 temps. Chaque machine envoie une requête ARP, c'est ce qu'on appelle ARP request, REC, et ensuite il va recevoir une réponse, response. Alors au niveau de la requête, eh bien, une machine connaît les adresses IP des autres, mais elle ne connaît pas les adresses MAC qui correspondent à ces adresses IP. Donc supposons par exemple que je veuille me connecter depuis cette machine 193, 51, 199, 64 à celle-ci, qui donc est bien dans le même sous-réseau, mais qui a l'adresse 66. Donc je vais envoyer une requête ARP. Cette requête, je ne l'envoie pas à cette machine parce que je ne sais pas encore que c'est elle qui m'intéresse. Enfin, je ne sais pas encore, pardon, son adresse MAC. Je l'envoie à toutes les machines du réseau. Autrement dit, j'envoie une trame de diffusion au niveau MAC. Donc ça, c'est mon adresse source, ok, et je mets l'adresse de diffusion et toutes les adresses qui sont connectées sur ce sous-réseau vont recevoir cette requête. Et naturellement, seule celle qui a l'adresse IP qui m'intéresse va me répondre. C'est le deuxième, volet du protocole ARP, c'est-à-dire c'est la réponse. Donc la machine ici me répond. Alors on peut se dire, tiens, mais l'adresse que je cherchais, ben, je peux la lire directement ici, dans le champ de l'adresse source. Oui, mais là, je suis au niveau de la trame. Et quand je vais monter au niveau IP, parce que le protocole ARP fonctionne au niveau IP, eh bien, tout ce qui concerne l'entête de la trame aura disparu. Donc, je n'aurai plus cette adresse SRC. Donc, pour ça, il faut que cette adresse SRC soit recopiée dans le champ des données de protocole ARP, tout simplement. Voilà pourquoi elle doit être dans le champ protocole. Alors, si on regarde maintenant les données ARP, bon, ben, vous avez l'entête IP qui est au-dessus, puis en dessous, vous avez donc le type de réseau, donc c'est un pour l'Internet, vous avez le type de protocole, 0800 pour Internet, vous avez la taille des adresses physiques, 6 octets, la taille des adresses IP, donc ici 4, si je suis dans l'IPv4, le type d'opération, ARP, etc. Bon, tout ça, c'est pour gérer, si vous voulez, le contrôle de ce protocole. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les données. Et les données, c'est tout ce qui est dans la partie rouge ici. Eh bien, vous voyez que dans les données, j'ai tout simplement 2 couples. J'ai le couple adresse MAC, adresse IP pour la source, c'est le premier, et pour l'émetteur. Voilà. Donc ces informations, eh bien, c'est là qu'on va les lire. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai récupéré ces informations, ben, je ne vais pas recommencer le processus ARP toutes les 10 secondes, il suffit de les mémoriser, c'est ce qu'on appelle un cache. Donc je les mets dans le cache ARP, et dans le cache ARP, j'aurai adresse IP, adresse MAC. La durée de vie des enregistrements, alors ça c'est variable selon les systèmes d'exploitation. Tous les systèmes XP c'était de 5 minutes, ça a pu être modifié, peu importe. Donc l'accès au cache se fait de la manière suivante. ARP-A, sous une fenêtre DOS bien sûr, va m'afficher le contenu de la table. ARP-D va me permettre d'effacer tout le contenu de la table. Si je veux effacer sélectivement, c'est-à-dire une seule adresse IP, je fais ARP-D
et puis je mets l'adresse IP. Et là, ça va m'effacer la ligne qui correspond à cette adresse IP. Si maintenant je veux rajouter une adresse, et de manière statique, c'est-à-dire qu'elle va rester tant que je suis connecté. Donc je mets ARP-S, l'adresse IP, suivie d'un espace, adresse MAC, et ça va me rajouter le couple adresse IP, adresse MAC dans la table. Voilà. Alors, tout ça, on peut le voir à travers un exemple. Donc ici, j'ai deux machines virtuelles. J'ai une machine XP qui est ici avec l'adresse sur un réseau 192.168.1.45. Une autre machine virtuelle qui ici est du React OS qui a l'adresse 192, toujours 168.1.44. Voilà, donc ici, j'ai une partie réseau qui est de 3 octets, donc c'est assez simple à gérer. Et puis en bas, j'ai ma machine hôte sur laquelle je fais une connexion par pont, c'est-à-dire que ces trois machines vont pouvoir communiquer entre elles et vont pouvoir communiquer avec Internet. Donc on voit au passage que la machine hôte a l'adresse 32, toujours sur le même sous-réseau 192.168.1. Voilà. Donc on a la structure suivante, vous avez deux machines virtuelles qui sont aux extrémités ici, droite et gauche. La machine hôte ici qui est reliée par pont, donc j'ai trois machines qui sont dans mon réseau. Ce réseau, naturellement, est relié à une box et dans l'accès par pont, je peux communiquer avec l'Internet. Donc la première a d'adresse 44, la deuxième adresse 32 et la troisième 45 sur le même réseau 192.168.1.0. Et puis ici, voilà le routeur. Donc ici, eh bien, on va essayer de faire un ping depuis cette machine jusqu'à celle-là. Donc depuis 44, je fais un ping vers 45. Je vais donc envoyer une trame ARP de diffusion et puis seule cette machine va me répondre. C'est ce qu'on va voir de manière un peu plus précise. Donc on commence par vider le cache ARP pour être sûr qu'il ne l'avait pas. Donc je vide le cache, puis je fais ping 192.168.1.44 sur la machine XP. Donc on capture les deux trames ARP et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Donc voici la trame 1, donc c'est celle qui est en bleu ici. Je vois qu'il s'agit bien d'une request, d'accord. On a éclaté ici le champ ARP pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc, le champ de données, après, ne nous intéresse pas. Donc vous voyez que ici, j'ai mon adresse source, et puis voilà le couple que je cherche. Donc ici, puisque je rappelle que j'ai fait ping de 44, donc ici c'est 44 que je cherche. Donc voilà l'adresse IP que je cherche. Mais vous voyez que pour target MAC adresse, eh bien je mets 0. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne connais pas encore son adresse MAC. Donc je mets des 0, tout simplement. Donc il s'agit bien du protocole ici de requête ARP. Donc maintenant, la réponse. Boum, la voilà. Donc la réponse, il s'agit bien d'une réponse, puisque c'est marqué reply. Et puis je vois que cette fois, j'ai inversé les champs émetteur et récepteur et que je vais récupérer l'adresse qui m'intéresse. Vous voyez que l'adresse ici, 192.168.1.44, a ici une adresse MAC qui est dans le champ de données du protocole ARP. Et non pas, elle est aussi ici, bien sûr, mais c'est là que je vais la récupérer. C'est parce qu'elle est là-dedans. Voilà. Donc je la récupère, je remplis le cache ARP et c'est joué. Donc tout va bien. Donc voilà la trame 2, puis ça résume ce que je viens de dire. Donc le cache ARP est mis à jour ensuite avec les correspondances adresse IP, adresse MAC, et de cette façon, il pourra envoyer les informations directement à la machine, si vous voulez, en lisant le cache. Alors maintenant, deuxième exemple. Essayons de nous connecter à une station qui n'est pas dans le même sous-réseau, toujours depuis la VM-XP. Donc cette fois, je fais ping 193 48 124 150. Donc là, vous voyez que c'est une machine qui est carrément à l'extérieur de mon réseau. Le processus, bien sûr, va être identique. Donc ma machine va envoyer une trame de diffusion ARP request. Elle va être reçue par toutes les machines du sous-réseau. Mais ici, vous allez voir que c'est un petit peu différent. Pour la réponse, bien sûr. La récupération se fera dans ARP Response, où on trouvera les couples adresse IP, adresse MAC.
Alors, si on regarde un peu plus près ces couples, on va voir que la machine cible n'est pas la machine distante, mais cette fois le routeur, c'est-à-dire celle qui me permet d'accéder à la machine distante. Effectivement, si on regarde les deux paquets, alors que j'ai fait un ping vers une machine extérieure, eh bien, le système, lui, il sait que ce n'est pas une machine du sous-réseau. Comment? Eh bien, tout simplement en appliquant le masque à la, la valeur que je veux pinguer. Et en appliquant le masque, il va voir que cette machine ne se trouve pas dans le même sous-réseau. Donc, il va automatiquement envoyer ça au routeur. Et c'est ce qu'on observe ici. Donc, vous voyez que la machine émettrice, ici, 45, envoie son adresse MAC, et puis elle met toujours l'adresse MAC qu'elle ne connaît pas à 0. Et vous voyez qu'au niveau de l'adresse IP, ce n'est plus 193, etc., mais c'est l'adresse du routeur qui est mise, qui me permet donc d'atteindre cette machine. Ensuite, la réponse, c'est le même phénomène que précédemment, c'est-à-dire que le routeur va tout simplement m'envoyer l'adresse de sa carte réseau. Ici, la voilà. OK? Donc, c'est exactement le même principe, sauf que là, ce n'est pas la machine distante qui va répondre, c'est le routeur qui va répondre à la place. Mais le principe reste le même. Donc, on résume tout ça. Donc là, c'est un cas courant dans lequel la machine distante est au-delà d'un routeur. Dans ce cas, la machine source ne peut que se connecter à des machines locales au niveau MAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine source ne voit pas la machine distante au niveau MAC. C'est-à-dire que votre carte réseau, son adresse MAC, si vous voulez, n'aura jamais comme connaissance l'adresse MAC de la machine réseau qui est distante, qui peut être à 50 km. C'est le cas d'ailleurs. Okay, elle ne voit que la machine qui va lui permettre d'envoyer des paquets vers la machine distante, c'est-à-dire le routeur d'accès. Donc, en conclusion de tout ça, le protocole ARP sert à fabriquer des couples adresse MAC, adresse IP, et donc à établir un lien entre couche 2 et couche 3. Donc, vous voyez que le principe des couches OSI est tout le temps présent. On le retrouve partout. Donc, deux cas. Si la machine source et la machine destination sont dans le même sous-réseau, alors la correspondance des adresses destination sera adresse MAC destination, adresse IP de destination. Maintenant, si la machine source et la machine destination sont dans des sous-réseaux, des réseaux différents, alors la correspondance des adresses destination devient adresse MAC du routeur, adresse IP du routeur. Voilà ce qui se passe dans le protocole ARP. Donc passons maintenant au dernier volet, le fameux proxy ARP. Donc tout ça, on va le voir sur un exemple. Donc supposons que ici, on ait notre machine d'interconnexion, qui en général est un routeur, qui joue le rôle de proxy ARP. Alors, vous voyez que dans le même réseau, ici, j'ai une machine, par exemple 92.168.1.12/24, et je peux mettre dans ce même réseau une autre machine d'adresse IP 192.168.0.2/16. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces deux machines sont dans des réseaux différents et pourtant elles sont connectées dans le même réseau. Ah, donc elles ne vont jamais pouvoir communiquer entre elles. Oui, mais justement, c'est là qu'intervient le proxy ARP. Si cette machine veut, mettons, communiquer avec celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Le protocole habituel, elle envoie une requête ARP, elle dit qui a l'adresse 192.168.1.12. Bon, ça va arriver naturellement au routeur puisque ce n'est pas dans le même réseau. Mais le routeur, comme il joue le rôle de proxy ARP, eh bien, il va répondre en lui disant que son adresse est disponible dans ce réseau-là. Donc, c'est lui qui va répondre à la place de cette machine. Donc, en gros, si vous voulez, il joue le rôle de frontal. Il permet à cette machine de communiquer avec celle-là alors qu'elles ne sont pas dans le même réseau physique. Donc, problème, la machine qui a l'adressage rouge n'est pas sur le même réseau que celle de gauche, donc la conséquence, c'est que toute requête ARP pour se connecter à la machine de gauche va échouer. Donc, la solution, c'est le proxy ARP qui répond à sa requête, et ainsi elle pourra communiquer avec la machine de gauche via le proxy ARP. Donc, de cette manière,
je peux insérer dans un même réseau des machines censées être dans des réseaux différents. Par exemple, je peux rajouter un ordinateur portable dans un réseau quelconque. Donc, un proxy ARP, c'est décrit dans le RFC 1027, c'est tout simplement un serveur, qui aussi joue le rôle de routeur, bien sûr, qui répond aux requêtes ARP, qui sont émises sur un réseau IP et qui concernent des adresses IP qui ne sont pas présentes sur ce réseau. Le proxy ARP connaît le véritable emplacement de l'équipement qui possède cette adresse IP, mais il répond aux requêtes ARP avec sa propre adresse MAC et masque ainsi la machine IP. Donc, toutes les machines qui sont reliées via un proxy ARP croient être sur le même réseau. Et donc, plusieurs adresses IP peuvent être mappées avec une seule adresse MAC, celle du proxy. Donc, on voit tout de suite l'intérêt ici. Donc, on peut mettre des machines qui ont une partie réseau différente dans le même réseau, alors qu'elles devraient être séparées par un routeur. Donc, l'intérêt, il y en a plusieurs. Tout d'abord, relier des machines distantes via un VPN, par exemple, complètement transparent. Donc, tous les utilisateurs croyaient être sur un même réseau local. Remplacer temporairement un équipement défectueux. Faire passer les flux réseau par un pare-feu, un firewall. C'est effectivement très souvent utilisé en concomitance avec un firewall. Et dernière chose, ça permet également de faciliter la migration d'un plan d'adressage. Par exemple, lorsqu'on veut modifier des adresses IP et des sous-masques réseau pour certaines machines, eh bien, le proxy ARP répondra aux machines dont les paramètres réseau correspondent à l'ancien adressage. Enfin, un dernier point, c'est les inconvénients du proxy ARP. Tout d'abord, ça accroît le volume de trafic ARP sur le segment, donc ça, c'est jamais bien bon. Les hosts ont besoin de tables ARP plus importantes pour gérer la correspondance, donc ça va faire perdre un petit peu de temps là aussi. Un point important, c'est que la sécurité est affaiblie. Par exemple, une machine peut déclarer en être une autre, en fait, à la place de celle-là, donc, pour intercepter des paquets. C'est ce qu'on appelle le spoofing. Ça, c'est bien connu, ça existe, et ça peut être facilité par l'existence d'un proxy ARP. Enfin, la dernier inconvénient, c'est que ça ne peut pas être généralisé à toutes les topologies de réseau. Par exemple, si j'ai plusieurs routeurs qui sont connectés à deux réseaux physiques, et bien dans ce cas-là, ça posera des problèmes, bien entendu. Voilà, donc nous en avons terminé avec cette partie.